Alors oui, il est facile de dissimuler certaines problématiques, certaines catastrophes scientifiques lorsque c'est enfermé entre quatre murs dans un laboratoire. Mais là... Et yo les brookistes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo fera office à la précédente vidéo par rapport à tout simplement la présentation de Shinotori. Bien sûr, si tu comptes lire le manga plus tard, je te conseille d'enregistrer cette vidéo, de le mettre dans les à voir plus tard, etc. parce que je vais pas mal spoil. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc soyez indulgents. J'ai pas regardé d'autres vidéos du même style pour vraiment faire un truc à ma sauce, puis ensuite, pourquoi pas, m'orienter là-dessus si ça peut plaire. Bref, en tout cas, c'est à partir de maintenant qu'on va voir comment est-ce que le Japon a failli disparaître. Le Japon est connu pour ses côtés traditionnels mais mélangés à la modernité. Alors certes, les avancées technologiques et scientifiques peuvent être incroyables au point de sauver des millions de vies, mais paradoxalement, elles peuvent aussi en éteindre beaucoup. Mais du coup, quel est le rapport avec le Japon? Il se pourrait qu'un certain scientifique japonais décide d'étudier le passé, tout ce qui concernait notre monde dans le passé, les espèces éteintes, les virus passés et j'en passe. Car oui, quelle autre manière la plus efficace que d'étudier notre passé pour comprendre notre monde actuel. Sauf qu'essayer de ramener à la vie des espèces éteintes n'est parfois pas une très bonne idée. Surtout si celle-ci est contaminée par un virus mutant. Alors oui, il est facile de dissimuler certaines problématiques, certaines catastrophes scientifiques lorsque c'est enfermé entre quatre murs dans un laboratoire. Mais lorsqu'un oisillon qui prend pour mère la première personne qu'elle croise se retrouve en dehors de ce labo, alors là, tout se complique énormément. Vous l'aurez compris, ce scientifique-là a réveillé un oisillon qui s'est retrouvé en dehors du laboratoire. Sauf que malheureusement, il rencontre la vie d'une jeune petite fille. Pris d'affection pour elle, son instinct animal va vouloir un contact physique dès les premiers instants. Sauf que pour un oisillon, l'affection se passe par la morsure. Sauf que, rappelons-le, l'oisillon est contaminé par un virus mutant. Et qui dit contact physique, dit contamination. C'est ainsi que la jeune fille va être contaminée et ça sera le début des problèmes. Alors oui, les effets ne sont pas immédiats, mais c'est déjà très problématique. On a donc un oisillon mutant qui se retrouve avec une jeune fille qui, elle, décide de continuer à vivre sa vie de manière lambda. Et dans sa vie, elle se fait harceler. Sauf que le moindre événement provoquera des complications. Car oui, ces harceleurs décident de la lapider. Et qui dit lapidation dit saignement. Saignement qui se rentreront en contact d'autres espèces volatiles. Sauf que je pense que vous savez que les oiseaux sont la pire espèce en termes de dispersion. Un virus peut très facilement se disperser si elle est au contact d'oiseaux qui, eux, peuvent très facilement s'étaler dans le monde. C'est ainsi qu'on connaît officiellement la méthode de contamination de ce virus. Tout se passe par le sang, par les liquides. Il suffit d'un simple contact avec du sang pour être victime et contaminé. Les oiseaux se déplaçant très rapidement, tout le Japon se retrouve contaminé assez rapidement. C'est ainsi qu'on va avoir l'apparition des premiers Karura, ces espèces d'humains à tête d'oiseaux qui sont très différents des sirènes qu'on connaît ou des harpies qu'on connaît. Car oui, les sirènes à la base sont des femmes oiseaux. Spécificité des Karura, c'est qu'ils sont tous contaminés par ce virus mutant. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le Japon va s'en sortir réellement face à ces milliers, voire des millions de Karura qui continuent à propager le virus touchant l'intégralité du Japon. C'est bien sûr à chaque catastrophe qu'une lueur d'espoir peut arriver. Le hasard peut bien faire les choses. Enfin, le hasard est
très souvent calculé par quelqu'un. Car oui, le scientifique ayant causé toute cette catastrophe décide de mettre dans un même vol un miraculé de la mutation, donc un homme qui, sans le savoir, est contaminé par le virus mais ne se transforme pas en Karura, ainsi qu'une Karura saine, une Karura qui n'est pas perdue par la folie et qui garde encore toute sa tête. Et ces deux-là ont pour mission justement de sauver le Japon, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment vont-ils réussir à sauver le Japon? D'après le scientifique en question, la jeune fille, la jeune Karura Sen du nom de Toki, peut tout simplement créer un virus via les anticorps présents en elle. Sauf que pour ça, il faut aller jusqu'à Tokyo et Toki ne peut pas se rendre toute seule à Tokyo. C'est ainsi que notre miraculé du nom de Kuro va l'aider à rejoindre Tokyo. Ainsi, Kuro et Toki vont continuer leur périple pour aller jusqu'à Tokyo. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu entre les êtres humains survivants qui sont assez hostiles, mais la présence de Karura et la Karura originelle qui est tout simplement la petite sœur de Kuro et dont Toki est le clone. Ils vont donc faire face à cette Karura du nom de Naki et c'est là où tout va se jouer. Car s'ils n'arrivent pas à lui échapper, pas de vaccin et donc pas de sauvetage du Japon. Morale de l'histoire, les plus grandes avancées scientifiques et médicales se font en temps de crise et permettent de sauver la vie de plusieurs milliers voire millions de gens. Sauf qu'elle est assez dangereuse et comme j'ai dit, il faut attendre des temps de crise pour avoir les plus grandes avancées scientifiques. Est-ce qu'il faut vraiment passer par des sacrifices pour pouvoir en sauver d'autres? La question se pose, mais ça je vous laisse y répondre en commentaire. Bon, conclusion, clairement c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, comme je l'ai dit. J'espère que ça passera. Hein. Je voulais la faire comme ça. Je me suis pas un peu renseigné sur le style de vidéo que ça peut donner sur YouTube, etc. Je me suis dit, on va tenter ça en full impro, entre guillemets. Et si ça passe et que ça vous plaît, pourquoi pas refaire ce style de vidéo. Et on va essayer de se documenter, se renseigner sur qu'est-ce qui se fait pour améliorer ça. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous pouvez être vraiment cash parce que pour le coup, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et ça peut grave m'aider. Concrètement, ça peut vachement m'aider. Et en tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Active la cloche de notification pour être instantanément prévenu de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.